Vous parliez tout à l'heure, au fond, en peinture, mettons, à la Renaissance, de thématiques assez peu nombreuses, somme toute. Hein. Je veux dire, ce sont souvent des scènes bibliques à représenter, etc., mais dans des variations considérables. On ne peut pas évidemment manquer de faire le rapprochement avec ce à quoi vous vous attardez dans le livre, qui consiste à dire qu'après tout, la littérature ne raconte pas beaucoup d'histoires, mais elle les raconte avec une infinité de nuances et de variantes. Oui. Ça, c'est une grande leçon. C'est une très grande leçon quand on veut essayer de... quand on s'intéresse à la création artistique, littéraire, etc. On a le sentiment qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de livres qui ont été écrits, des romans, des poèmes, des pièces de théâtre, etc. À quoi il faut ajouter les scénarios de films, tous ces éléments, tout ce qui fait l'offre culturelle. Voilà, il y a une offre culturelle et on a l'impression que c'est terrible. Mais quand on regarde un tout petit peu, quand on commence à analyser, qu'on essaye d'aller plus loin dans la lecture, dans la compréhension de tout cela, on se rend compte que finalement, et ce n'est pas seulement moi qui le dis, je reprends une phrase de Borges, il dit l'homme, l'être humain, n'a pas besoin de beaucoup d'histoires, il a besoin qu'on raconte toujours des histoires, mais il n'y en a pas énormément, il y en a très très peu, et on peut les rassembler, les réunir sous quelques grandes thématiques. Moi, j'opte dans ce livre sur la littérature européenne. Qu'est-ce que la littérature européenne? Donc, c'est-à-dire qu'il y a c'est quand même sous forme de questions. Moi, j'ai choisi le thème qui me paraît absolument majeur, que l'on retrouve, je pense, à travers pratiquement toute la littérature, le cinéma et le théâtre, même depuis etc. les origines. Même depuis les origines, c'est ce qui était aussi très important. On a affaire à l'être humain, en fait. On n'a pas affaire à des hommes, des femmes du Moyen-Âge, de la Renaissance ou de la société contemporaine. On a affaire à l'être humain. Et donc, des gens qui ont des pulsions, si je puis dire. Et c'est la raison pour laquelle le thème qui me paraît majeur est la rencontre amoureuse. Alors, à partir du moment où vous avez ce thème de la rencontre amoureuse, il est vrai qu'il est décliné d'une infinité de manières. Et ça n'est probablement pas fini. Et ce n'est probablement pas fini. Alors que ce thème pourrait sembler banal ou simplement naturel, il est représenté d'une infinité de façons dans les romans, dans les poèmes, dans les films, dans les pièces de théâtre, etc. etc. Alors, à partir de ce constat, ce que j'ai voulu essayer de voir, c'était aussi l'importance de cette rencontre. Pourquoi la littérature, mettons de côté le cinéma pour l'instant, mais on peut faire le même type de réflexion à propos des autres formes, des autres disciplines artistiques, mais à partir du moment où la rencontre amoureuse est au cœur de tous les grands romans, de tous les grands poèmes, il est pratiquement impossible d'en trouver un où vous n'avez pas sous une forme ou l'autre, tout d'un coup, cette question de la rencontre amoureuse. Ben, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi? Et en plus, à partir de ce pourquoi, ben, j'ai été amené à cette réflexion sur l'importance du récit amoureux, de la rencontre amoureuse, pour la littérature européenne de façon plus précise. Et voilà, alors ma réponse, elle tient en plusieurs étapes. Depuis les Grecs, depuis l'Antiquité grecque, on a l'impression qu'un fondement de notre perception des relations humaines, de ce qu'est un être humain, est cette question du connais-toi toi-même. Il faut se connaître, bon, c'est les grands dialogues de Platon, Socrate reprend cette affirmation de la Pythie, il dit il faut connais-toi toi-même. Et quand il rencontre Alcibiade, dont il est amoureux, voilà, rencontre amoureuse, une forme de la rencontre amoureuse, il demande à Alcibiade où il se rend. Alcibiade dit « je vais à tel endroit écouter tel discours politique ». Et Socrate dit, si tu veux faire de la politique, la première chose à faire, c'est de te connaître toi-même. Il faut se connaître soi-même pour pouvoir faire de la politique, etc. Donc, eh bien,
j'ai le sentiment que cette approche a été supplantée par une autre question. La question n'est pas de savoir qui je suis, elle est importante, c'est une question qui est importante, mais ce n'est pas elle qui est la plus fondamentale, ce n'est pas elle qui est la plus décisive. J'ai le sentiment que la question la plus décisive qui est posée à l'être humain, c'est suis-je digne d'être aimé Et suis-je capable d'aimer? Et suis-je digne d'aimer? Suis-je capable d'aimer? Et jusqu'où va nous amener parce que... Il y a une mise en danger. Ah, c'est une mise en danger. C'est une véritable mise en danger. Toute histoire de couple est une mise en danger. Alors, avec des degrés divers aussi en fonction des personnes. Mais chaque personne étant un individu libre, ce que moi j'appelle, mais je ne vais pas entrer tout trop dans le détail, ce que moi j'appelle un imaginaire singulier. Chacune et chacun a son propre imaginaire, venu de son passé, de son enfance, etc., de sa condition, etc., de sa culture, de la langue qu'il parle. De son histoire. De sa propre histoire. D'une histoire, ça c'est important, je m'arrête une seconde, d'une histoire qu'il réécrit lui-même. Hein. Donc ça, c'est la psychanalyse l'a bien montré. On a le sentiment que nous connaissons chacune et chacun la propre histoire de notre vécu. En fait, c'est une histoire qu'on réécrit, qu'on retravaille. On supprime certains passages, on met en avant d'autres passages, etc., etc. On peut mettre quelques fantômes dans le placard qui réapparaissent. Tout à fait. Des choses comme ça, oui. Mais donc, c'est intéressant aussi, cette petite allusion à la psychanalyse et au fait de réécrire notre histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, on écrit, d'une certaine façon. On n'est plus tellement loin du passage à l'acte littéraire. S'il y a la possibilité d'un acte littéraire, c'est parce que nous sommes déjà capables dans notre esprit de réécrire une histoire qui a probablement vraiment eu lieu, mais que nous sommes notre propre récit. Tout à fait. Nous sommes notre propre... on est un peu l'auteur de notre propre vie. Et si on prend le mot auteur dans ce sens... Et c'est vrai que si on cherche à définir quelqu'un, je ne vois pas mieux encore que de raconter son histoire. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle aussi l'écrivain a cette capacité, cette faculté, ce talent, on va le dire comme ça, grâce à son travail, hein, c'est pas donné, hein, ça ne vient pas ainsi, hein, c'est du travail, de pouvoir, comme on dit, camper des personnages. Et il peut camper des personnages parce que justement, il a le talent de faire sentir l'histoire qui est derrière, une histoire qu'il va peut-être faire émerger petit à petit, une histoire familiale, une histoire personnelle, etc. Il va faire émerger tout cela lentement, mais le personnage est là, il est là. Et le personnage n'est jamais aussi fascinant que lorsque l'on se rend compte que dans l'histoire racontée, ou dans l'histoire qu'il se raconte, il y a une faille. C'est ça qui devient alors l'intérêt. Et donc, la question, à mes yeux, fondamentale est celle-là. Suis-je digne d'être aimé? Suis-je digne d'aimer? Et cette question, elle va apparaître de plus en plus à travers l'histoire des littératures. Vous l'avez déjà dans les romans de chevalerie. La question du roman de chevalerie, c'est quoi? C'est « suis-je digne d'être chevalier ?» Et on va voir qui est digne d'être chevalier. Celui-là, il est digne, celui-là n'est pas digne, etc. La question de la dignité de la personne apparaît. Et elle est directement mise en relation avec le sentiment amoureux. C'est Tristan et Iseult, c'est Lancelot, enfin, c'est toute cette histoire des chevaliers à table ronde, etc. Souvent adultère d'ailleurs, oui, comme on le remarque au passage. Mais ça, on revient à ce que nous disions tout à l'heure tous les deux, à savoir qu'il y a peu d'histoires, mais il y a une infinité de façons de les raconter. Alors, donc, cette question, alors, elle va évoluer aussi à travers la littérature courtoise. Là, on est vraiment sur le terrain de l'amour. Qui est celui qui est digne d'être aimé, d'aimer, etc., etc. Ce que j'essaie ça c'est la thèse, maintenant j'en arrive à la thèse de mon essai, c'est que cette présence diffuse, disparate à travers les textes, les poèmes du Moyen-Âge, à travers la littérature courtoise, à travers le théâtre populaire qui se développe très très fort, etc., à travers les poèmes, les laits de Marie de France, etc. Cet élément de la nécessité
de répondre à cet impératif de la dignité d'aimer fait que la dignité devient un enjeu important en Occident, devient un enjeu très important, fondamental. Aujourd'hui, je me sens européen, je suis un Européen. Si j'essaie de faire la part des choses en me disant mais qu'est-ce qui finalement me caractérise en tant qu'Européen? Qu'est-ce qui fait que je me sens européen? Eh bien, c'est le sentiment que je suis un être respectable, hein, quelqu'un dont la dignité humaine est prise en compte et respectée. Je ne suis pas dans une culture, je n'appartiens pas à une culture où la dignité des individus ne compte pas, où les personnes ne comptent pas, comme malheureusement dans certains territoires d'Afrique, etc., ou dans des dictatures communistes et autres, etc., la dignité de la personne ne compte pas. Moi, on me retire ce sentiment de la dignité, je ne me sens plus du tout dans ma culture. Je me dis, mais où est-ce que je suis ici? Si je vois des personnes qui se conduisent de façon à insulter la dignité d'une autre personne, je suis choqué, j'ai un sentiment d'injustice, je me dis, mais ce n'est pas acceptable, etc. Donc, ce sentiment de dignité est pour moi absolument fondateur. Il est fondateur de la culture européenne. Et si on va un peu plus loin, alors, du point de vue politique, c'est ce sentiment-là qui fonde, à mes yeux, le projet européen, le projet d'Union européenne, qui est un projet tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité, hein. Les gens ont tendance à l'oublier, mais c'est un projet de paix entre des États qui décident de porter un projet pacifique à l'intérieur de leur territoire, suppression des frontières, etc., mais aussi à l'extérieur de leur territoire. Alors je ne dis pas que tout est magnifique dans le projet européen, mais l'idée de base, c'est celle-là. Si on relit le traité de Rome, etc., ce sont ces principes-là qu'on retrouve. Et donc, ma thèse, elle est celle-là, à travers la littérature, sur le territoire européen, c'est affirmé petit à petit, à travers de grands textes, à travers des petits textes, à travers des œuvres représentées sur la place des marchés, etc., avec un théâtre populaire, c'est affirmer le principe de la dignité de la personne.